Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendu au bureau, le podcast qui parle enfin des vrais sujets au boulot. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la déconnexion. J'entends quotidiennement des phrases du type « J'en ai marre de Teams, je croule sous les mails, j'arrive pas à déconnecter ». C'est vrai qu'avec l'intensification du travail, avec le télétravail, avec ce monde où on demande toujours plus et toujours plus vite, il est excessivement difficile d'arriver à trouver des temps de déconnexion. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Un récent sondage d'OpinionWay disait que un salarié sur deux a du mal à ne pas regarder ses mails pendant les vacances ou durant les week-ends. Alors, comment préserver son équilibre mental dans un monde où tout va toujours plus vite et on nous demande toujours plus? Comment s'assurer des temps de déconnexion? Et finalement, quels sont les risques encourus par une trop forte connexion aux outils digitaux? C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec Thibaut Dumas, qui est docteur en neurosciences cognitives, conférencier, formateur et auteur des livres Le cerveau et J'arrête de scroller, paru récemment aux éditions Mango. Bonjour Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de m'inviter. Avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet, est-ce que tu peux d'abord revenir un peu sur ton parcours, parce que tu es quand même un expert des neurosciences cognitives? Je suis effectivement docteur en neurosciences cognitives, donc j'ai étudié les mécanismes cérébraux, en particulier des émotions, et puis tout un tas d'autres mécanismes qui sont inconscients, c'est pour ça qu'on utilise les neurosciences. Et puis je m'intéresse principalement au rapport entre le cerveau et les nouvelles technologies. Pendant longtemps, je me suis intéressé comment les nouvelles technologies pouvaient nous aider à améliorer notre santé mentale et notre bien-être. Et puis, je me suis très vite intéressé à l'impact malheureusement négatif aussi des nouvelles technologies, en particulier des réseaux sociaux, qui ont tendance malheureusement à avoir des impacts assez délétères, en particulier sur la santé mentale. Alors Thibaut, est-ce qu'on est hyper connecté aujourd'hui? Et si oui, à qui la faute finalement? Et comment est-ce qu'on peut diagnostiquer qu'on est hyper connecté aujourd'hui? Alors, sans parler de diagnostic, parce que ça c'est un sujet médical, on est dans un contexte d'hyperconnexion. C'est-à-dire que l'ensemble de nos interactions sociales, professionnelles, notre accès à l'information, nos façons de nous déplacer, nos façons de communiquer, sont maintenant de plus en plus numérisées, digitalisées. C'est un élan global, collectif, entre les impôts, les administrations publiques, que ce soit aussi au niveau professionnel, les interactions par messagerie, par différents logiciels, font que on a cette tendance à digitaliser, numériser de plus en plus, de plus en plus. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très hétérogène sur la planète. Nous, on est hyper connectés ici, mais ce n'est pas le cas de partout, dans tous les pays. Si on est au Burundi, on est à 11% de la population qui a accès à Internet. Donc c'est quand même un très fort ralentisseur en développement socio-économique. Mais il y a des pays ou des endroits où là, on est peut-être trop connecté. C'est ça le sujet. Est-ce que cette hyper-connexion va aussi s'accompagner d'effets plus néfastes et qui vont nous poser d'autres difficultés dans nos interactions ou dans notre façon de travailler. Alors comment ça se traduit au quotidien, l'hyperconnexion? Alors l'hyperconnexion, elle se manifeste de plein de manières différentes. On retrouve plein de concepts, de nouveaux concepts qui sont apparus, comme par exemple la nomophobie, donc la contraction de no mobile phone phobia, donc l'anxiété, la peur à l'idée de perdre son téléphone. C'est pas étonnant, il y a tellement de choses dans le téléphone maintenant que lorsqu'on le perd, on se rend bien compte à quel point on est hyper connecté. On retrouve des sujets liés au FOMO, au Fear of Missing Out, la peur de rater une information. On a l'infobésité, la contraction entre information et obésité. Oui. Donc le fait qu'on a une surcharge informationnelle de plus en plus. Ça, au niveau professionnel, on la retrouve beaucoup. On a aussi ce désir et ce volume dans le partage d'informations, que ce soit personnel ou professionnel. Alors, on n'a jamais vu autant de photos de cappuccino que sur Instagram. Enfin bref, on a atteint des volumes d'informations gigantesques. Et puis, on a aussi le multitâche, par exemple, qui est un des effets très intéressants, je trouve, qui est cette idée de vouloir faire plusieurs choses à la fois pour maximiser, optimiser notre temps de travail, notre productivité. Et malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et quelles sont nos idées reçues, tu vois, sur la relation entre cerveau et connexion, finalement? Bien, justement, pour continuer sur cette logique, l'une des principales idées, c'est justement cette envie de faire du multitâche. Moi, je trouve que c'est vraiment très significatif Ouais. de nos situations d'hyperconnexion. Beaucoup de gens me témoignent en entreprise qui manquent de temps, qu'ils n'ont Ouais. plus assez le temps de faire tout ce qu'ils devaient faire dans la journée. Souvent, ils se reconnectent le soir, le week-end.
Bon, j'ai même des personnes qui me disent qu'ils ont pris des RTT pour pouvoir travailler correctement. Donc, c'est pour dire à quel point on a un problème sur le temps de travail. Euh, et en parallèle de ça, le résultat, c'est que ce qui paraît logique, c'est de se dire, si je fais plusieurs choses à la fois, je serai encore plus productif, encore plus efficace. L'outil numérique nous le permet, puisqu'il nous permet d'être présent à un endroit, tout en étant en communication avec d'autres personnes qui ne sont pas là. Donc de nous dédoubler en quelque sorte. Donc ça peut paraître hyper intéressant. On est en réunion, on prend son téléphone, on regarde ses emails. On est en multitâche. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne fait aucun des deux. Parce que notre cerveau, en ce qui concerne la concentration, l'attention, il ne peut être vraiment concentré et attentif que sur une seule chose à la fois. Donc, lorsqu'on prend son téléphone en réunion, on va pas vraiment bien écouter ce que nous dit la personne qui a peut-être passé 3 semaines à préparer son PowerPoint. Et puis en même temps, on va pas bien comprendre ce qui se passe dans les emails, dans les réseaux sociaux. Et ça, on le retrouve dans plein de situations du quotidien. Et ça va générer beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, qui est totalement inutile, tout en baissant finalement notre efficacité. Donc ça, c'est vraiment une des idées reçues les plus dramatiques, qui est un peu la conséquence de tout le reste. Comme on est surchargé. C'est ce que tout le monde fait en plus. Et en plus, tout le monde le fait. Ouais. Et c'est ça le problème. Alors, de quoi notre cerveau a besoin pour bien fonctionner? Si on revient aux basiques, aux fondamentaux. Les fondamentaux, comme l'ensemble de la santé, qu'elle soit mentale ou physique, c'est déjà une bonne alimentation, un bon sommeil, de l'activité physique régulière et du lien social. Ça, c'est les 4 piliers de la santé mentale et physique. Donc ça, c'est la première chose, ça fait toujours du bien de le rappeler, parce qu'on a tendance à, même si on le sait, on ne le met pas tous en place au quotidien. Après, en ce qui concerne le cerveau en particulier, eh bien, il a besoin d'alterner différents modes de fonctionnement. Il a besoin parfois d'avoir l'espace pour se concentrer, donc d'avoir le contexte de permettre de vraiment se concentrer sur quelque chose, des sujets de fond, de la production, de la créativité, quelque chose qui nécessite cette concentration. Puis il a besoin parfois d'avoir des moments de rêvasserie, de s'évader. On fait rien de spécial, on produit rien de spécial, mais notre cerveau, il a besoin de ces moments-là pour pouvoir faire tout un tas d'activités qui ne sont pas conscientes, mais qui sont nécessaires à son fonctionnement, qui peuvent être des sujets de maintenance, de nettoyage, d'activer certains réseaux dans le cerveau qui vont améliorer la concentration, la mémoire, etc., d'autres choses. Donc il a besoin d'alterner ces différents moments-là. Des moments de concentration, sur une seule chose à la fois, et puis des moments de rêvasserie, de repos, de break. Voilà. Donc en fait, ne rien faire, finalement, nous apporte beaucoup en termes d'efficacité. C'est ça que tu dis ? Absolument, absolument. En fait, si j'avais un message, ça serait ennuyez-vous. Essayez de profiter de ces moments d'oisiveté, de rêvasserie. Ils peuvent paraître inutiles, parce qu'on a l'impression de rien produire, de ne pas vendre, de ne pas avoir aucun intérêt productiviste. Mais pourtant, pour notre cerveau, alors que nous, on ne fait rien volontairement, pour notre cerveau, lui, il travaille énormément, et il va activer un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut, qui a ce nom-là parce qu'il s'active quand on ne fait rien de spécial. Et ce réseau, il est vraiment à la base de tout un tas d'autres processus qui sont vraiment, vraiment importants, comme mémoire, concentration, créativité, prise de décision. Donc ça fait beaucoup de bien à notre cerveau d'avoir ces moments d'oisiveté, ces moments de rêvasserie. Alors Thibaut, je voudrais maintenant qu'on parle des risques. Quels sont les risques associés, les risques de santé, associés justement à l'hyperconnexion ? Alors il y a malheureusement une pléiade de risques associés, ou en tout cas une augmentation de facteurs de risque par le fait de notre hyperconnexion. L'un des éléments qui est lié à l'hyperconnexion, ça va être la sédentarité, le fait qu'on est de plus en plus assis, en position assise devant un écran. Ça génère plein de problèmes, mais c'est plutôt le sujet des kinés et des médecins. En ce qui concerne ensuite la santé mentale, malheureusement, on a aussi des effets. Alors, dans le milieu professionnel, l'un des effets principaux, c'est une forme d'épuisement. Oui. C'est lié notamment à cette surcharge informationnelle. Notre cerveau ne peut pas traiter toute l'information qu'il reçoit. C'est impossible. Cette information est trop volumineuse. Il passe déjà beaucoup de temps à filtrer l'information au quotidien, mais si on lui en rajoute en plus, on puise dans nos ressources de plus en plus, ce qui va générer de la fatigue. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ça va le perturber dans ses capacités à être attentif et à pouvoir mobiliser son attention sur quelque chose. Et parfois, on se retrouve en fin de journée avec cette difficulté à se concentrer sur un film, à se concentrer sur un livre, à se concentrer sur une conversation. Ça, c'est vraiment un problème parce que l'attention, c'est la porte d'entrée de toute notre expérience au monde, en fait. Donc, on a besoin d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. On a besoin d'être attentif à ce qui se passe entre nous, là, notre conversation, nos auditeurs aussi. Si on n'est pas attentif, ça ne rentre pas dans le système mnésique et après, on ne s'en souvient pas. Donc, c'est quand même très important. Notre expérience du monde est liée à l'attention. Donc, c'est un des éléments clés. Et puis après,
il y a un élément qui est encore plus dramatique, malheureusement, c'est l'impact sur la santé mentale. Et ça, pendant plusieurs années, on n'était pas encore très au clair sur l'impact du numérique, et en particulier des réseaux sociaux sur la santé mentale. Mais il se trouve que malheureusement, on a un effet qui est plutôt négatif entre le temps passé sur les réseaux sociaux et l'impact qu'on a sur l'augmentation des risques de troubles anxieux, des risques de dépression, voire des risques de suicide. Donc ça, c'est vraiment un problème beaucoup plus préoccupant encore, surtout chez les plus jeunes. Donc le lien est véritablement établi entre le lien c'est ce est que tu établi. dis. Pendant longtemps, c'était des études de corrélation. Ouais. Donc on voyait une augmentation, on voyait augmentation du sentiment de solitude et augmentation du temps passé sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais on ne savait pas, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien, est-ce que s'il y a un lien, dans quel sens il est, est-ce que c'est parce que je me sens plus seul que je vais sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est parce que je vais sur les réseaux sociaux que je me sens plus seul. Donc, on était un peu perdus. Très compliqué d'avoir un groupe contrôle qui n'a jamais été sur les réseaux sociaux, donc pour pouvoir faire une mesure un peu plus poussée. Donc il y a eu des études d'intervention ces dernières années. Donc ça, j'ai un chapitre entier sur le livre là-dessus, justement sur les dernières données sur la question de l'impact sur la santé mentale, où on a pris des personnes, on a diminué leur consommation de réseaux sociaux, et on a vu qu'on retrouvait tout simplement l'état de bien-être ou l'état de... sur différents aspects d'anxiété ou autres, de sentiments aussi plus larges au niveau de la santé, qu'on retrouvait les étapes antérieures, avant cette augmentation du temps passé. Donc ça, on le voit. Puis après, on a eu d'autres choses sur l'impact aussi de la distanciation sociale aussi. On a eu un contexte qui a permis aux chercheurs d'avoir accès à beaucoup de personnes ultra connectées et malheureusement qui manquaient le lien social ces dernières années. Voilà, tout ça mis bout à bout a permis de mieux caractériser l'impact des réseaux sociaux. Et puis, c'est rajouté à cela l'apport très important de lanceurs d'alerte qui ont communiqué sur des études internes qui étaient présentes chez Meta, chez Instagram, chez plein de réseaux, dont on ne savait pas à l'époque s'ils étaient conscients de ces problèmes. Et donc, ils pouvaient facilement se protéger en disant que c'était du ressort des algorithmes et qu'ils n'avaient pas de contrôle sur ça. Malheureusement, il se trouve que les études montrent qu'il y avait une connaissance des effets délétères de la surexposition à certains contenus, par exemple certains types de représentation du corps qui sont surreprésentés sur Instagram, par exemple. Et on voit que malheureusement, cette exposition régulière, répétée, a un effet inconscient sur notre cerveau, sur notre perception du corps en général, et entraîne une augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes femmes, par exemple. Ça, c'est un exemple qui a été révélé grâce à des lanceurs d'alerte. Oui, donc les GAFAM ont une véritable responsabilité en la matière, c'est ce que tu es en train de dire. La responsabilité, elle est partagée par de multiples acteurs. Parce que et c'est bien le problème, parce qu'elle a tendance à être un peu reportée. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est les GAFAM, c'est pas moi, c'est l'utilisateur, c'est pas moi, c'est les pouvoirs publics qui mettent pas de législation en place. Donc tout le monde se rejette un peu la faute. Et du coup, on se retrouve, avec le réchauffement climatique, on se retrouve avec le triangle de l'inaction qui, en fait que personne ne bouge. Alors les choses évoluent un petit peu grâce à la recherche. Plus de données, plus de résultats nous permettent de mieux comprendre. On a eu des commissions aussi d'experts aux États-Unis, en Europe, en France avec la commission Écran récemment, qui ont permis de mieux synthétiser les résultats scientifiques et de donner des propositions concrètes, que ce soit au pouvoir public, aux décideurs, aux managers et aux réseaux. Mais effectivement, il y a clairement une responsabilité des développeurs, des éditeurs de ces réseaux sociaux, qui même s'ils ne sont pas responsables concrètement au quotidien de tout ce que fait l'algorithme, ils l'ont quand même conçu, ils l'observent, et ils voient bien si cet algorithme va entraîner une surreprésentation d'un type de contenu par rapport à un autre. Cet algorithme, il a un impact éditorial, en fait. Il n'est pas dénué d'effets. Voilà. Donc ça, c'est une vraie situation. Et en plus, autre point, c'est quand même que le business model de toutes ces entreprises, c'est d'essayer de capter notre attention. Et oui, bien sûr. Donc, quel que soit l'effet de ces algorithmes, on ne peut pas nier le fait que l'objectif, qui est un objectif tout à fait logique et qui existe depuis les temps immémoriaux de la publicité, de capter l'attention des gens pour présenter des marques, présenter des messages,
mais il va se traduire par essayer aussi de capter le temps de connexion, le temps qui peut peut-être être dédié à des interactions avec ses collègues, ses amis, sa famille, des activités, du sommeil. Bon. Et c'est là que ça pose problème aussi. Parce que ce temps passé connecté, il augmente d'année en année. Et c'est ça aussi qui est problématique. Alors Thibaut, je voudrais maintenant qu'on parle de l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle en fait de ces sujets. Il y a le droit à la déconnexion, ça fait partie du code du travail. Il y a des entreprises qui mettent en place des accords collectifs. Il y en a d'autres qui mettent en place des mesures de prévention. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de problèmes. Oui. Donc, toi qui interviens dans les entreprises, quelle est ton analyse de la situation actuelle ? Alors justement, j'ai l'impression de voir un peu un paradoxe, c'est-à-dire que je vois de plus en plus de sensibilisation, et c'est très bien en entreprise, moi y compris, je viens sensibiliser les salariés, leur apporter des conseils, des solutions, des choses pour qu'ils puissent mieux comprendre la situation. Donc je vois que globalement les gens sont de plus en plus sensibilisés, comprennent de plus en plus la situation dans laquelle ils se trouvent, mais en parallèle, je vois quand même une augmentation des problèmes liés à cette hyperconnexion. Encore beaucoup de mythes, beaucoup de réflexes sur c'est le nouvel outil qui va résoudre tous les problèmes générés par les anciens outils. Donc on en rajoute un nouveau, on rajoute le CRM, le RP, les messageries instantanées, etc. Les mails sont saturés, on rajoute le Slack. Après ça suffit pas, on rajoute le Teams. Après ça suffit pas, on rajoute le WhatsApp. Donc on se retrouve avec 15 canaux de communication dans une équipe, différents endroits où sont stockées les informations, etc. Ça devient vraiment très compliqué. Et je vois que malgré tout ça a tendance à s'accentuer. Donc derrière ça, il y a peut-être un problème de croyance par rapport à ces outils, à ce qu'ils peuvent apporter ou pas, à la façon dont on communique dans une entreprise. Mais souvent, ce que je note, c'est que derrière ces sujets d'hyperconnexion, quand on gratte un petit peu, on se rend compte derrière ça, il y a des sujets d'organisation, il y a des sujets de management, il y a des sujets de charge de travail, il y a des sujets de temps de travail, il y a des sujets d'interaction, de soft skills, on pourrait dire, entre humains tout simplement, qui des fois sont parfois difficiles dans une équipe, des situations de stress. Bon. Donc il y a beaucoup de choses en fait derrière tout ça qui parfois se manifestent via l'outil numérique. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ces échanges. Alors Thibaut, toi qui conseilles les entreprises sur ce sujet de la déconnexion, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager ou des expériences totalement délétères que tu as pu voir sur ce sujet avec tes clients ? Oui, alors bien sûr, je ne citerai pas de nom, mais j'ai effectivement eu des expériences assez intéressantes, des réactions intéressantes par rapport au message de se déconnecter, ou par exemple dans le cas du multitâche, on prend cet exemple-là, j'ai eu, durant un atelier, une personne qui était manager ou directrice assez élevée dans un grand groupe, qui me dit « Mais Thibaut, mais très bien, je suis tout à fait d'accord, il faut faire moins de multitâches, mais moi, c'est pas possible. Moi, mon métier, c'est d'être connecté en permanence, et mon métier, c'est d'être en réunion. Et donc, comme je suis en réunion tout le temps, si je veux travailler en plus sur les autres choses, il faut que je le fasse en réunion. » Donc, elle s'était créée cette croyance-là, qu'elle devait faire du multitâche en permanence. Qu'en réunion, elle était là pour travailler et en même temps être en réunion. Donc ça, c'était totalement ingérable, en fait, pour tout le monde, aussi bien pour elle que pour les autres, puisqu'on l'invitait en réunion, mais finalement, elle n'écoutait pas, elle était en train de faire autre chose. Donc ça, je l'ai souvent vu, ce réflexe-là, de penser que le métier, c'est lié à la réunion et qu'il faut faire autre chose pendant la réunion. Donc ça, c'est une première chose. Et après, j'ai eu aussi une autre anecdote assez marquante aussi en atelier. Donc on avait fait un atelier, on avait regroupé différentes personnes de différents métiers, différents niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Donc il y avait aussi bien des managers que des stagiaires, que différents committee managers, etc. Et puis il y avait à un moment donné, quand on parlait de ces manifestations d'hyperconnexion, des choses dont les salariés commençaient un peu à en avoir marre, les regards se sont vite concentrés sur une personne, un manager, qui avait l'habitude d'envoyer tous les dimanches un mail à toute son équipe pour les préparer pour le lundi. Donc, et tout le monde disait, franchement, il faut que tu arrêtes avec ce mail, on n'en peut plus, on reçoit ça tous les dimanches, et nous, on ne peut pas répondre les dimanches. Et lui, il a expliqué qu'en fait, il était convaincu que son job, encore une fois, il s'était fait cette croyance-là, que son job, c'était tous les dimanches d'envoyer un email à toute son équipe pour que quand ils arrivent le lundi matin,
ils aient tout qui soit prêt dans leur boîte mail. Sauf que ça n'avait jamais été explicité, et donc tout le monde pensait qu'ils devaient se connecter le dimanche pour répondre à cet email, etc. Et ça créait des situations catastrophiques, à tel point que j'ai quand même eu une stagiaire dans le groupe qui, en fait, pour qui ça générait tellement de stress et d'angoisse ce mail du dimanche, qu'elle s'est mise littéralement à pleurer pendant l'atelier. Ah oui. Et en fait, ça a été vraiment un moment assez difficile, en fait. Tout ça pour un mail du dimanche, mais qui est répété sur des semaines et des semaines et des semaines et des années, avait créé un poids gigantesque sur tout le monde. Et donc, il a fallu négocier avec ce manager pour qu'il arrête d'envoyer ses mails le dimanche. Alors, on n'a pas réussi à lui faire arrêter totalement d'envoyer les mails le week-end. Il a accepté de les envoyer le samedi. Mais comme quoi, c'est difficile. On a beaucoup de résistance par rapport à ses croyances. Mais au moins, tout le monde était au clair sur le fait qu'il n'avait pas à se connecter le week-end pour lire cet email et que lui, c'était son problème s'il voulait l'envoyer et qu'à la rigueur, il pouvait aussi tout simplement décaler l'envoi. Maintenant, il y a plein d'outils. On peut écrire l'email pour s'en débarrasser et programmer l'envoi le lundi matin. Mais voilà, on avait réussi à avoir ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que ça a pris presque 1 heure en fait, d'échange pour comprendre que c'était un problème concret qui polluait en fait tout le monde. Donc, voilà. Et du coup, tu vois, quand je réfléchis à ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien du coup avec cette fameuse charge mentale qui est de dire j'ai plein de choses à faire dans la tête et du coup, je me connecte, je renvoie des mails à tout va, des Teams, des WhatsApp, comme ça je me décharge finalement de ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi, Bien sûr, d'une certaine façon? bien sûr, c'est exactement ça. En fait, on a tous une capacité limitée de stockage d'informations dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire l'endroit où sont stockées les informations qu'on va manipuler dans une réflexion, dans un calcul, dans quelque chose, quand on construit une phrase. Donc ça, elle est très limitée, cette mémoire-là. Donc, dès qu'on a une idée, on sait elle risque de partir assez vite, surtout si en plus on est interrompu toutes les 4 minutes par des notifications, des choses comme ça. Donc, on va essayer de s'en libérer le plus vite possible, de libérer sa mémoire vive un peu. Et donc, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est d'envoyer le mail, d'envoyer le message sur le WhatsApp, sur le Slack, sur le Teams de la boîte. Donc, en fait, en faisant ça, on se libère soi, c'est super, mais on active tout le monde. Et on va être une source de distraction pour tout le monde qui va recevoir ce message. Donc, c'est là que c'est problématique. Donc, il y a ce réflexe un peu, on se libère, oui, très bien, mais est-ce qu'on ne va pas polluer aussi les autres par ce biais-là? Donc, oui, il y a cet effet-là, parce qu'on est surchargé d'informations, parce qu'on a trop de choses à traiter en parallèle. Le volume d'informations à traiter a augmenté. Il a été multiplié par 10 ou 15 durant les dernières années, donc c'est énorme. Le temps de réunion a augmenté aussi. Il y a une étude de Microsoft qui a mesuré, grâce à Teams et aux solutions Outlook, ils peuvent savoir exactement dans l'agenda le temps de réunion de tout le monde dans une entreprise. Et ils ont vu que ces dernières années, on a augmenté de 252% le temps de réunion. 252%. Donc c'est gigantesque. Alors évidemment, c'est lié aussi au Covid, on a fait plus de réunions en visio, etc. Mais on voit bien que du coup, ça va augmenter le multitâche. On a à peu près à 30-40% de multitâche qui va être lié à la production d'emails, à la lecture d'Excel ou autre. Donc voilà, donc forcément, plus d'informations, plus de difficultés à stocker, on veut s'en débarrasser, on veut passer à autre chose vite parce qu'on a plein d'autres choses sur la to-do list. Donc ça crée un cercle vicieux. Donc effectivement, les situations sont très variables d'une entreprise à l'autre. Donc la façon dont c'est solutionné par l'entreprise est très variable, très hétérogène. Mais en fait, derrière ça, il y a aussi une vraie question sur les valeurs aussi portées par l'entreprise et la façon dont on conçoit son métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais c'est super, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. D'ailleurs, je vais en parler à ma femme ou au mari parce que lui, il est concerné, etc. Mais moi non. Moi, c'est pas pareil. Moi, je peux pas parce que je dois être connecté, je dois être joignable, je dois lire mes mails en réunion, je dois écrire le dimanche pour que tout le monde soit opérationnel le lundi. Tout un tas de croyances que les gens se mettent des fois par rapport à leur travail. Donc, c'est ça qui est le plus difficile à adresser. Parce que c'est souvent soit des croyances que la personne se crée elle-même, soit qui est créée par le collectif de l'entreprise, mais des fois c'est difficile de savoir où est la cause, où est l'œuf ou la poule. Et puis, c'est là que ça devient compliqué à détricoter, mais du coup, c'est collectivement, c'est excessivement intéressant intéressant à étudier pour les entreprises, en fait. Tout à fait.
de se dire finalement pourquoi nos collaborateurs se sentent hyper connectés. Finalement, est-ce qu'on a des modes de fonctionnement qui sont sains? Ouais. Est-ce qu'on ne demande pas trop vite via trop d'outils? Enfin, ça peut être ça aussi les pistes de prévention de ce que je comprends, de ce que tu me dis. Hein. Tout à fait. En fait, il y a un élément hyper important, c'est de permettre à l'employeur, parce que c'est surtout là que réside la clé du problème, en tout cas dans sa mise en place en termes de solutions, c'est de prendre conscience que c'est pas parce que je vais diminuer ma connectivité que je vais diminuer ma productivité. Au contraire, c'est-à-dire que si je suis mieux connecté, si j'ai un usage numérique plus équilibré, bien en fait, je serai à la fois plus efficace, je serai plus concentré, et je vais diminuer mes facteurs de risque sur tout un tas de problèmes psychosociaux, en fait. On revient au sujet des risques psychosociaux, en fait, par ce biais-là. Donc, quand on comprend que le bien-être des salariés et la productivité vont aller de pair lorsqu'on retrouve des usages plus équilibrés, bah là, les choses peuvent se mettre en place. Mais il faut réussir à refaire ce lien, qui n'est pas si évident pour tous les employeurs. Et c'est là où je pense que le management a aussi un rôle à jouer. Je regardais une étude Info-Obésité qui disait que un manager envoie en moyenne par jour 50 mails et en reçoit 100 à traiter, et un dirigeant en envoie en moyenne 80 et en reçoit 300 à traiter. Ouais. Donc, forcément, ça cascade derrière. Donc, est-ce que l'exemplarité managériale en termes de déconnexion ne serait pas aussi une clé pour mieux vivre finalement en entreprise? C'est même fondamental. L'exemplarité, qu'elle soit du dirigeant ou du manager, elle est fondamentale, essentielle. Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est des managers ou des dirigeants qui vont lancer, alors c'est très bien, ils vont lancer la démarche de faire venir des intervenants, etc., pour sensibiliser. Et puis, ils vont dire, ouais, non, mais très bien, mais moi, ça ne s'applique pas à moi. Alors, vous faites-le, très bien, mais moi, non. Là, il y a un problème. Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer son usage numérique seul dans son coin en disant, voilà, moi, je vais bien gérer mon agenda, je vais me faire des séquences, je vais arrêter le multitâche, je vais faire des séquences de rendez-vous plus courts, je vais lire mes emails que 3 fois par jour. Plein de conseils qui sont super utiles. Mais si on est les seuls à les mettre en place, ça ne peut pas marcher. Il faut que tout le monde respecte ça. Donc, si à côté de ça, on voit le dirigeant qui, lui, ne suit pas du tout les règles et fait autre chose, quel message il envoie? Pareil en réunion, quel message il envoie? Quel est le message qu'envoie un dirigeant ou un manager quand on arrive en réunion et que la première chose qu'il fait, c'est de poser son téléphone sur la table? C'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui va se passer dans ce téléphone est plus important que l'échange qu'on va avoir. Alors peut-être que la personne qui a pris son rendez-vous avec le dirigeant, ça fait 2 mois qu'elle l'attend, qu'elle a préparé tout un tas d'argumentations, etc. C'est un moment important pour elle, peut-être. Donc c'est un manque de respect, de mon point de vue, mais c'est aussi un sujet d'exemplarité. À partir du moment où le dirigeant lui-même dit « on respecte notre attention, on respecte ce moment qu'on a ensemble », bien automatiquement, ça va découler sur tout le monde. Parce que tout le monde va se mettre à le faire aussi. En général. En revanche, si le dirigeant, lui, il suit pas du tout les règles qu'il demande aux autres, c'est pas juste, tout simplement. Et ça peut être valable dans la sphère personnelle aussi, bien ce sûr. Que tu dis. Bien sûr. Alors ça, on le retrouve aussi, c'est ce qu'on appelle le phubbing. Donc, c'est snober les gens avec son téléphone. On le retrouve aussi au restaurant, un rendez-vous romantique. On va voir des personnes qui ont choisi normalement, volontairement d'être ensemble et qui vont saisir leur téléphone. Donc ça veut dire qu'ils vont détourner leur attention de la personne qui est avec eux pour être en interaction peut-être avec des gens qui ne sont pas là, ou des algorithmes, ou des jeux. Bon. Donc ça pose une vraie question sur déjà pourquoi on ressent ce besoin d'être ailleurs alors qu'on pourrait être ici même, présents tous ensemble, et le message que ça envoie aux autres. Et ça, c'est parce qu'on a cette idée qu'on peut faire les deux à la fois, mais non. En fait, on ne peut pas. C'est ça vraiment qui est important à avoir en tête. On peut pas toujours cette croyance. Voilà, on ne peut pas être à 2 endroits en même temps, on ne peut pas être attentif à 2 choses en même temps. Donc il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour être avec cette personne, il y a un moment pour être sur mon téléphone. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le téléphone, mais il faut remettre les choses à leur place. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Si tu avais des conseils à nous donner, à tous, dans notre sphère professionnelle ou personnelle, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre qui marche, en fait, pour justement arriver à avoir ces temps de recul et ces temps de déconnexion ? Alors, dans la sphère professionnelle, première chose qui pourrait être très intéressante, déjà avoir ce moment d'échange entre tout le monde dans l'équipe.
Mhm. Parce qu'on ne peut pas traiter le sujet de l'hyperconnexion de la même façon pour un community manager, un directeur financier, un manager, un chauffeur-livreur, un agriculteur. On a tous des contraintes différentes dans notre métier, qui sont propres donc à notre métier lui-même, et puis aussi à la façon dont l'entreprise travaille, comment elle échange l'information, etc. Donc ça, c'est important déjà d'avoir ce premier temps d'échange pour remettre à plat un petit peu comment on s'organise, qu'est-ce qui est important, quelles règles on met en place par rapport à la communication, qu'elle soit synchrone ou asynchrone. Très important aussi Mm. de distinguer les deux. Une fois que ça s'est fait, qu'on a pu mettre en place des règles ou des guides, il peut y avoir quelques petites astuces qui peuvent être intéressantes. Moi, ce que je conseille, c'est de viser le monotâche. Donc, essayer de diminuer le multitâche le plus possible. Mhm. Donc, imaginez une journée idéale qui ne serait que des blocs de monotâche. Oui. Je démarre par exemple par une séquence de deep work, c'est-à-dire une séquence de travail profond. Je ne démarre pas par les emails, je ne démarre pas par les réseaux sociaux. Je coupe tout ça, je me prends 1 heure et demie pour travailler sur des sujets de fond. Idéalement, les trucs un peu pénibles, comme ça c'est fait et après on n'en parle plus. Et ça me permet d'être vraiment concentré, d'être vraiment créatif. Et puis après, je fais une réunion par exemple. Et cette réunion, le téléphone, il est de côté. Je suis pleinement en conscience, pleinement en interaction dans la réunion. Je mets ma main à couper et tous les retours que j'ai, une réunion déconnectée, elle est à la fois plus agréable, moins ennuyeuse et plus courte. Donc c'est gagné à tous les plans. Les moments on peut se dire, au lieu d'avoir une consultation d'email ou de messagerie en temps réel toute la journée qui va m'interrompre, qui va me sortir de ce que je suis en train de faire, donc ça c'est un coût aussi, un coût aussi bien financier que cognitif. C'est vrai. Parce qu'il faut 25 minutes pour retrouver sa concentration sur ce qu'on était en train de faire quand on a été interrompu. 25 25 minutes. minutes. Donc quand on sait qu'un cadre est interrompu toutes les 4 minutes en moyenne, bon, c'est un peu compliqué d'être vraiment efficace dans ce qu'on fait. Donc moi ce que je conseille, c'est d'avoir des moments dédiés aux emails. C'est-à-dire c'est une activité à part entière en fait, de traiter ces emails, de les lire, de répondre. Donc on peut se dire, voilà, je prends 3 fois dans la journée, ou 4 fois, ou 5 fois, peu importe. Mais je définis des moments pour répondre à mes emails, de les traiter. Et si j'ai pas tout traité dans ce temps-là, ça sera pour la séquence d'après. C'est pas grave. L'email n'est pas un canal pour communiquer l'urgence. Donc, s'il y a une urgence, il y a encore le téléphone. Voilà. Donc redéfinir les canaux aussi par rapport aux notions d'urgence et d'importance, très important. Et puis aussi, il y a un aspect sur l'infobésité, c'est de se rappeler qu'effectivement, on est victime de cette production d'informations, puisqu'on la reçoit. On reçoit tous ces emails, on reçoit tous ces messages, etc. Mais on est aussi producteur. Donc, gardez en tête que peut-être, si on envoie un email, peut-être on n'est pas obligé de mettre 15 personnes en copie, qu'on n'est pas obligé de faire toute une conversation, et que peut-être au bout d'un moment, le téléphone est plus approprié, ou aller frapper à la porte du bureau est plus approprié. Donc voilà, repensez. Quelle est ma volonté? Qu'est-ce que j'attends de l'autre personne par rapport à cette conversation, à cet échange? Et c'est que c'est bon le bon canal. Donc déjà, tout ça, déjà, dans le monde du travail, déjà, ça peut remettre... C'est des petites choses déjà, mais... En fait, c'est remettre du sens, finalement. C'est remettre, oui, du sens. Ça dépend, parce que on peut avoir différentes définitions de ce qu'est le bon sens en entreprise. Mais c'est remettre un peu de cadre dans ou de garde-fou dans une digitalisation qui est un peu à toute vitesse et qu'on n'a pas pris le temps vraiment de réfléchir. C'est-à-dire que souvent, on déploie les outils, on déploie les différents moyens de communication, de gestion documentaire, etc. Mais on n'a pas vraiment pris le temps de bien poser et de former les gens à l'usage, etc. Donc il y a pas mal de choses des fois qui nécessitent de reprendre un petit peu un pas de côté ou de revenir un peu en arrière, ce qui est difficile psychologiquement, mais qui est important. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bien de faire l'expérience de se déconnecter. Alors attention, moi je dis pas il faut vivre dans une grotte, il faut aller vivre dans la forêt ou peu importe et se déconnecter complètement, mais c'est intéressant de faire l'expérience d'avoir un moment déconnecté, une réunion déconnectée, un repas déconnecté, un moment de travail déconnecté, un week-end déconnecté, donc ça peut être pro, perso, peu importe. Pourquoi ? Parce que avant de se déconnecter, ce dont on va avoir le plus peur, c'est tout ce qu'on va perdre potentiellement. Donc tout un tas de craintes et d'angoisses. Je vais rater l'information, je vais pas être au courant de ceci, un client va m'appeler, je serai pas joignable, donc je vais perdre un deal. Voilà, tout un tas de choses qui génèrent du stress et qui fait qu'on va avoir peur de se déconnecter, même pour 1 heure, 2 heures.
Euh, Alors que si on fait l'expérience et qu'on l'anticipe bien, qu'on la prépare bien, parce qu'il ne faut pas faire ça trop brutalement, qu'on fait une petite, entre guillemets, une petite digital detox, même si c'est de quelques heures, eh bien on va pouvoir en ressentir les bénéfices. Et c'est ça qu'on a oublié. Beaucoup de personnes ont oublié les bénéfices de ce qu'ils ressentaient, du temps libre qui était gagné en se coupant quelques heures des réseaux sociaux ou des smartphones, parce qu'on perd un temps considérable en fait dans tout ça. Euh, et grâce à ces bénéfices devenus conscients, bah, ça va permettre de les motiver et de se motiver, de s'encourager pour aller plus loin. Donc ça, je pense que c'est une bonne démarche. Et du coup, c'est excessivement important parce que si on se projette un petit peu dans le futur à l'ère de l'IA, du numérique, d'une digitalisation toujours plus accrue, si en fait on ne change pas nos comportements, on va aller droit dans le mur, d'une certaine façon. Alors, concernant l'IA, je me garderai de faire des prévisions. Ça va tellement vite que tout ce que je dirai maintenant sera peut-être faux demain. En revanche, sur la partie, effectivement, il y a quand même quelque chose qu'on observe dès maintenant avec l'IA sur la question de l'infobésité, notamment, donc cette production d'informations excessive, c'est que maintenant, avec l'IA, ça devient encore plus facile de produire un volume d'informations considérable. Donc, on est de plus en plus à décupler en fait notre pouvoir à produire l'information qui, en plus, est souvent de moins bonne qualité ou moins pertinente. Et qui, en plus, peut être de plus en plus difficile à identifier selon si elle est vraie ou fausse. Donc ça génère encore plus d'informations et souvent de la fake news. Donc c'est là que je dirais le premier risque se trouve en ce qui concerne l'IA sur la question de l'hyperconnexion. Ça va être d'augmenter notre difficulté et donc nous on va devoir développer de plus en plus de capacités à filtrer l'information, à déceler le vrai du faux, à vérifier nos sources, etc. Ce qui va nous prendre encore plus de temps. Donc ça va devenir un petit peu plus problématique. Ensuite, il peut y avoir aussi des choses très positives qui peuvent arriver avec l'IA. Je pense qu'il y aura tout un axe qui va être intéressant en ce qui concerne essayer d'enlever certaines actions qui nous polluent en termes de charge mentale tout au long de la journée. Et je pense que l'IA peut avoir des solutions pour nous aider à libérer un peu notre charge mentale sur tout un tas de choses automatisables au quotidien. Donc je pense que là, on pourra peut-être retrouver justement, peut-être ça pourra être un outil pour retrouver l'équilibre. Mais encore une fois, il faut faire attention, il n'y a pas d'outil magique qui résout tous nos problèmes. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre comportement, et aussi bien au niveau individuel que collectif. Donc c'est pour ça que ça, il faut bien le garder en tête. Donc voilà aujourd'hui ce que je dirais sur ça. Le sujet. Ouais. Et Thibaut, je voudrais qu'on parle aussi des nouvelles générations qui... Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un parent qui ne dit pas que ses enfants sont constamment sur leur téléphone portable. Et ces nouvelles générations, eh bien, ce sont les générations qui vont travailler demain, en fait, finalement. Comment tu vois, toi, l'utilisation justement des smartphones de la part des jeunes ? Quelle est ton analyse et quels sont les risques que tu vois aussi à long terme, finalement ? Alors, le premier élément, c'est qu'il faudrait faire attention à ne pas diaboliser l'usage des smartphones ou des réseaux sociaux. Il peut y avoir plein d'effets très positifs aussi. Donc ça, je ne veux pas les nier. Et surtout lorsqu'on est à des phases où justement on est en phase de socialisation, on est en phase de développement de l'identité, etc. Et il peut y avoir beaucoup d'intérêt. On peut trouver beaucoup plus peut-être de personnes qui nous ressemblent ou de sujets d'intérêt ou, sur les réseaux par rapport à ce qu'on pourrait peut-être trouver dans la vie réelle. Donc ça peut vraiment avoir un effet très bénéfique pour beaucoup de jeunes. Et pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir... Bon. Donc ça, il faut pas le nier. Et ça peut être très utile et très bénéfique. Et il y a aussi les jeux. Les jeux peuvent aussi avoir des effets très bénéfiques aussi sur le cerveau. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier et voir le mal absolument. Là où ça devient problématique, c'est que malheureusement, beaucoup de choses vont converger dans l'usage sur ces réseaux sociaux. Alors on a parlé de l'impact négatif des réseaux sociaux, donc au niveau de la santé mentale. Donc ça, ça il va falloir trouver des solutions à un moment donné, soit au niveau législatif, soit au niveau des usages, soit au niveau de l'éducation, mais pour éviter ces problèmes. Après, il y a toute la question du cyberharcèlement, qui est quand même très très forte en parallèle de l'essor des réseaux sociaux. Il y a l'accès de plus en plus facilité aux substances addictives, aux drogues ou autres. Donc il y a pas mal de choses quand même sur lesquelles il faut être vigilant. Donc il ne faut pas diaboliser, mais il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser
et essayer d'avoir le plus possible un espace de dialogue pour essayer de comprendre un peu l'usage. Parce que même moi je me considère comme pas âgé, j'espère, et je vois quand même que c'est parfois difficile, même avec mes neveux, mes nièces, des fois, ok, mais en fait, quelles sont les dernières nouveautés, quelles sont les dernières applications, les derniers... Ce qui me rassure, c'est que je trouve que les nouvelles générations, avec le fait d'avoir eu accès à ça très tôt, j'ai l'impression que ça les rend beaucoup plus, à même d'avoir une prise de recul par rapport à ça. D'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de sensibilisation aussi dans ceux que je côtoie souvent dans des événements ou dans des écoles, etc., qui disent oui, mais on sait que TikTok, l'algorithme, il va essayer de nous rendre accros, on sait bien, et puis on voit bien que les contenus, des fois j'en ai marre, je le pose. Donc, ils commencent à avoir cette réflexion. Donc finalement, moi, je suis beaucoup moins inquiet pour les nouvelles générations plutôt que pour les gens qui sont actuellement en âge de travailler présentement les entreprises qui, eux, ont des problèmes là aujourd'hui. Oui, donc ce que tu dis, c'est que les jeunes prennent finalement plus de recul, ou en tout cas sont plus alertes à la sensibilisation que nous, la génération en poste. En tout cas, de ce que j'ai l'impression, mais ça, il faudrait creuser. Le côté un peu plus inquiétant, malheureusement, c'est que quand on regarde les chiffres sur la santé mentale, on voit qu'on a une augmentation des troubles de santé mentale chez les plus jeunes. Donc ça, on ne sait pas encore complètement comment l'analyser, le comprendre, mais c'est un fait. Donc il y a quand même un sujet à creuser, à développer, et on voit que ça devient de plus en plus tôt, c'est-à-dire qu'avant on avait des chiffres sur les 18-24 ans, puis maintenant on voit que ça augmente aussi chez les 10-14 ans, une augmentation des troubles, même des troubles dépressifs. Donc là, il y a un sujet. Est-ce que c'est lié au réseau? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à l'usage numérique? Je ne sais pas. Là, on touche sur des sujets beaucoup trop sensibles et beaucoup trop délicats pour en donner des réponses comme ça à l'emporte-pièce. Mais il y a un sujet à suivre dans le futur, ça c'est clair, par contre. Thibaut, est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier livre, J'arrête de scroller, et de ce que les auditeurs peuvent y retrouver dedans? Bien sûr. Alors, J'arrête de scroller, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit là, mais agrémenté d'un maximum d'études scientifiques pour faire un peu le point sur l'état actuel de la connaissance et des recherches, pour essayer d'avoir un peu quelque chose d'objectivable sur le sujet, comprendre les manifestations de notre hyperconnexion, mettre des mots sur tout ce qui se passe au niveau pro-perso, et puis avoir des solutions concrètes. Voilà. Donc il y a tout un ensemble d'astuces ou de solutions qu'on peut mettre en place, aussi bien en entreprise qu'au niveau perso. Et puis j'ai rajouté aussi quelques petits tests qu'on peut faire, qui sont des échelles utilisées en recherche, des auto-questionnaires pour pouvoir mesurer un peu son niveau, justement, par rapport au niveau, par exemple, d'addiction au smartphone ou des choses comme ça. Voilà. Super. Un dernier conseil pour nos auditeurs avant qu'on se quitte? Écoutez, si tu avais une chose à leur dire, ça serait quoi? Ennuyez-vous un maximum. Voilà, ça fera du bien à votre cerveau. Eh bien, un grand merci Thibaut. On ne s'est pas ennuyé pendant cet entretien. Merci pour toutes ces informations capitales. Je les prends aussi évidemment pour moi. Et merci de nous inviter à prendre du recul par rapport à l'usage qu'on peut faire de tous les outils à notre disposition aujourd'hui. Merci Thibaut. À bientôt. À bientôt. Entendu au bureau. Ça n'existe plus, les jeunes engagés. C'est la fin du CDI et du CDD. Non mais les RH ne servent à rien. Ça élimine certains profils comme des jeunes mamans et des enfants. Nous ne voulons pas de profil atypique. Il est vraiment payé à rien faire. Entendu au bureau, c'est le podcast qui parle enfin des vrais sujets au boulot.